Bon, on n'a pas trop perdu de personne durant la pause, donc je pense que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci de votre patience, merci de votre écoute également. Alors, on va poursuivre maintenant avec, au micro, on va inviter à la table, c'est le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Bonjour, donc Andréane Paris, directrice générale. Je suis accompagnée de Judith Lavoie, qui est coordonnatrice changement climatique et mobilité durable. Merci de nous recevoir ce soir. Je me permets aussi un petit commentaire. Notre mémoire qu'on a déposée était rapide en une présentation. Le mémoire complet s'en vient avec l'ensemble des conseils régionaux de l'environnement métropolitain. On fait un mémoire conjoint qui va vous être déposé avant la date du 16 décembre. Donc, petite mise en contexte, c'est sûr qu'il y a beaucoup de crises actuellement. On a parlé de la crise climatique, biodiversité, l'habitation, ressources en eau, finances municipales. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Selon nous, le PEMAD, c'est une façon de répondre finalement à une réponse cohérente à l'ensemble de ces défis, en faisant un usage le plus judicieux des ressources limitées à la disposition de nos collectivités. Et en ce sens-là, on trouve que le PEMAD a permis de répondre à plusieurs critères et plusieurs éléments, donc on vous en félicite. On aimerait mettre en lumière quand même rapidement deux éléments qui nous apparaissent manquants du PEMAD, soit la disponibilité en eau potable et la capacité d'augmenter le traitement des eaux usées. En fait, c'est des éléments qui ne sont pas pris comme des critères nécessairement toujours dans l'analyse des zones de densification. Et on sait que, surtout, je vais parler quand même beaucoup de la Montérégie, donc plusieurs territoires de la couronne sud sont en pénurie d'eau ou ont vraiment des défis au niveau du traitement des eaux usées. En 2023, c'est la moitié des municipalités de la CNM de la Montérégie qui ont eu des intensités de déversement des eaux usées classées très élevées. Donc, on est vraiment avec des empreintes environnementales difficiles et ça demande des investissements majeurs pour pallier à cette situation. On parle aussi de la crise énergétique. On est dans une pénurie d'énergie qui se dresse devant nous. L'enjeu de la disponibilité dans la région, puis elle manchette régulièrement, les blocs énergétiques, on en entend parler. Et il va y avoir des défis importants à adresser. L'efficacité énergétique, l'énergie passive, la production d'énergie et la création de boucles d'énergie doivent être prises en considération pour guider l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire peut être un outil important à la transition énergétique. Je vais y aller maintenant dans les grandes orientations, quelques commentaires, suggestions. Dans l'orientation 1, on aurait aimé avoir l'établissement d'un plancher de zonage multifamilial et ainsi permettre sur l'ensemble du territoire de la CNM la construction de bâtiments multifamiliaux jusqu'à 3 étages. Peu de territoires peuvent justifier de restreindre son zonage à l'unifamilial ou au multifamilial de moins de 3 étages. Au niveau des pôles d'emploi, en fait, on a l'impression qu'il manque un peu de critères pour assurer l'optimisation de la densification de ces secteurs. On pense qu'il faudrait quand même travailler sur la compatibilité de leurs fonctions avec les lieux de vie, leur rayonnement, et travailler aussi sur la bonne industrie au bon endroit. Il y a des stratégies, encore une fois, de boucles énergétiques et d'économie circulaire qui pourraient être mises en valeur pour s'assurer aussi une meilleure optimisation de nos ressources de notre territoire. Des seuils de densité aussi pourraient être encouragés sur ces secteurs. Au niveau de l'orientation 2, nous félicitons le respect rigoureux de la hiérarchie des interventions de mobilité durable, de réduire, transférer et améliorer. Et on aimerait avoir apparaître une invitation aux municipalités à développer réellement l'autopartage et le covoiturage en créant des pôles de mobilité des espaces de stationnement pour ces modes de transport partagés. C'est un enjeu dans la mobilité durable et dans nos régions, l'autopartage et le covoiturage peuvent être des solutions vraiment très intéressantes. Pour ce qui est du vélo, en fait, il y a des choses qui pourraient être améliorées. On pense d'inviter les municipalités aussi à mettre en place des minimums de stationnement de vélos sécurisés à l'abri du vol et des intempéries, surtout dans les piates. Ça peut être vraiment une stratégie facilitante pour les usagers. Et on avait une impression, peut-être c'est une interprétation aussi de notre côté, mais dans tout le thème, on parle de la vision zéro pour les piétons, mais c'est jamais clairement associé au vélo non plus. Donc, je pense que la volonté est quand même de travailler à la vision vélo aussi, pour zéro pour le vélo aussi, puis je pense que ça serait bien de l'inscrire directement. Au niveau de l'orientation 3, oui, on félicite l'atteinte la cible de conserver 30% des milieux naturels sur le territoire de la CNM.
La semaine, par contre, on pense qu'il y a un grand absent de nos milieux naturels d'intérêt. Ils ont été mentionnés un petit peu plus tôt, mais les milieux ouverts ne font pas partie des milieux naturels d'intérêt. On pense que la SML doit reconnaître le rôle et l'importance des services écosystémiques des milieux ouverts pour la santé des écosystèmes, la connectivité écologique et la résilience du milieu agricole. Les milieux ouverts d'intérêt écologique doivent être ajoutés à la liste des milieux d'intérêt métropolitains pour la conservation. Aussi, d'autres participants l'ont mentionné aussi ce soir au micro, mais au-delà du 30-30, on pense qu'il serait vraiment intéressant de se doter d'une cible de restauration de 30% des écosystèmes dégradés. Aussi, la CLM, on pense qu'il faut se doter aussi d'une cible de zéro perte nette de milieux naturels sur son territoire. Le zéro perte nette de milieux naturels, quand on dit qu'on détruit une forêt, il faut restaurer une forêt. On détruit un milieu humide, c'est un milieu humide. Un milieu ouvert, c'est un milieu ouvert parce qu'on veut revoir les fonctions écologiques de l'ensemble de nos milieux naturels qui ont été détruits. Si je fais l'exercice pour 2006 à 2022, pour les MRC de la Montérégie qui sont inclus dans la CMM, c'est 877 hectares de milieux humides et hydriques qui ont été perturbés ou perdus. C'est 16 millions dans la cagnotte actuellement dans les MRC pour la Montérégie, pour la restauration et création. C'est beaucoup d'argent, c'est difficile à mobiliser puis à mettre en œuvre, mais il y a des défis, puis en se fixant des cibles de restauration de nos milieux naturels à l'échelle de la CNO, en respectant les accords privés de Montréal, on peut y arriver. Je vais passer maintenant aux stratégies de mise en œuvre. En fait, on en a identifié 4 qu'on pense qui pourraient être intéressantes pour faciliter aussi, parce que c'est bien beau avoir un beau plan, mais il faut aussi le mettre en œuvre puis aller au-devant au jour le jour. Régler le transport collectif. Le développement des modes collectifs est plus ardu en raison de la forte dépendance au financement et des compétences aussi de nos paliers supérieurs. On pense que la CNM joue déjà un beau rôle de négociation, de leadership, et il faut qu'elle continue sur cette voie. En matière de financement des transports collectifs, en misant sur les leviers municipaux et métropolitains existants, soit l'impôt foncier, la taxe sur l'immatriculation et la taxe sur le stationnement non résidentiel notamment. 2. Un fonds pour les milieux naturels. Il y a eu déjà dans l'élaboration du premier paiement un fonds de compensation pour les municipalités qui avaient une réduction de leur possibilité de périmètre d'urbanisation avec le milieu agricole. À cette image-là, on pense qu'on devrait mettre un fonds aussi pour les municipalités actuellement qui contribuent énormément à l'atteinte du 30%. Troisièmement, la Commission de protection du territoire et du patrimoine naturel. Tout au long du PMAD, on a lu, on a vu, on voit qu'il va y avoir des défis, des arbitrages à faire entre un code qu'on a l'impression qu'il inclut une partie milieu naturel d'intérêt, entre un secteur où on veut de la densification qui est loin, comme je parlais tantôt, la disponibilité en eau potable et en capacité d'eau usée. Il va y avoir des arbitrages à faire tout au long. Donc, on pense que la CMM doit se donner de mécanismes clairs et d'outils afin d'accompagner les municipalités et les MRC dans ces décisions. Dans un processus de gouvernance inclusive, transparente et partagée, la CMM doit mettre en place une commission de protection du territoire et du patrimoine naturel qui permettra d'effectuer les arbitrages nécessaires afin d'atteindre l'ensemble des objectifs et orientations du PNA. Dernier élément, c'est la concertation. On en a parlé beaucoup ce soir, mais on pense que on est ouvert, en tant qu'organisme de concertation aussi, à collaborer, à travailler avec vous, à assurer qu'il y ait une cohérence dans les décisions, un partage d'expertise aussi avec les acteurs du milieu, puis vraiment travailler ensemble sur la mise en œuvre du PMAV. Puis je pense que ça va passer dans la collaboration et la concertation. Merci beaucoup. Petite question de précision à mon tour, avant de tourner vers mes collègues. Quand vous parlez de zéro perte nette, est-ce qu'on remplace un territoire qui est un espace vert qui a été, ou un boisé ou quoi que ce soit, est-ce que vous parlez d'un remplacement sur l'ensemble du territoire de la CMM ou par secteur ou par municipalité? C'est sûr qu'il y a un intérêt beaucoup de travailler au niveau des bassins versants. C'est nos écosystèmes aussi de prédilection aussi dans l'analyse, particulièrement quand on traite des milieux humides et hydriques. Vous l'avez tout vécu dans vos PRMHH. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de redonner aussi dans les collectivités, parce que quand on perd un milieu naturel, on perd les services écosystémiques locaux.
Donc, de travailler par MRC, c'est des bons organismes aussi qui travaillent à ce niveau-là, par bassin versant de façon idéale, et je pense qu'on pourrait atteindre les beaux objectifs pour tout le monde. D'accord, merci. Je vais me permettre une question qui est en lien avec un des premiers commentaires que vous avez fait à l'égard de la qualité de l'eau puis des eaux de rejet. Donc, quel mécanisme en fait de priorité recommanderiez-vous pour garantir que les projets d'aménagement tiennent compte de la capacité limitée de traitement des eaux, particulièrement dans les zones en forte croissance comme la Couronne Sud? Bien, c'est une excellente question. Puis, je sais que c'est une compétence aussi CNM de la gestion cohérente du traitement des eaux usées. C'est sûr qu'il va falloir beaucoup d'accompagnement aussi au niveau des municipalités, parce que je pense que c'est un gros défi qu'on soit une grande municipalité, une petite municipalité, de passer à travers tout le processus pour aller chercher la capacité au niveau du ministère. Et quand on a des objectifs qui sont collectifs au niveau du PMAD, je pense que la CNM peut jouer un rôle d'accompagnement, de facilitateur, de travailler aussi en collaboration et de partage aussi d'expertise autour de la table. Il y a 82 municipalités, de travailler en cohérence aussi, puis je pense que ça peut être un beau le rôle aussi qui soit joué à ce niveau-là. Oui, j'ai une question. Moi, je parlais de créer un fonds pour l'atteinte du 30 Un fonds national, régional, CMN, municipal, proposition. Bien, c'est sûr que moi, je pense qu'il faut aussi, bien, je le voyais dans deux sens. Il y a le fonds aussi pour juste aussi reconnaître l'effort que les petites municipalités qui ont une part importante de milieux naturels sur leur territoire, qui ne peuvent pas développer, ils ont la capacité de donner des services, redonner à ces municipalités-là une partie aussi, une sorte de péréquation. Il y a cet élément-là. Puis le fonds aussi, à l'échelle de la CNM, peut être intéressant, mais c'est sûr que je pense qu'il faut viser une diversité de milieux puis une diversité d'écosystèmes. Donc, on ne peut pas juste mettre toute la protection dans un des secteurs, mais vraiment travailler aussi à une répartition qui permette des services parfaits. Parce qu'il y a déjà la trame verte et bleue qui est là, qui joue un rôle. Ça sera un autre fonds que dans le fond de la proposition. C'est ça. Pour soutenir les villes qui ne veulent pas se développer sur des boisés ou des sites. Exactement. Pour soutenir l'effort des municipalités qui voudraient protéger leurs boisés, leur milieu naturel. Exactement. Donc, de cette façon-là, on vient reconnaître le travail qu'ils font, puis ces milieux qui sont mis en conservation permettent de supporter aussi l'ensemble des objectifs de la CNM et la qualité aussi des services qu'ils nous offrent. Je peux me permettre, Madame la Présidente, il y a quand même un fonds de la CNM pour les ruraux, les municipalités rurales, justement, qui ne peuvent pas développer. Il y a des montants qui sont attitrés, qui sont très appréciés, effectivement, par la CNM. On pourrait copier ce modèle. Exactement, ça serait une façon intéressante de venir encourager ce travail. Merci. Oui, vous avez fait mention des terres ouvertes. Je n'avais jamais entendu ce terme-là. Je trouve ça assez intéressant. On a beaucoup d'oiseaux chanteurs justement dans le secteur, puis on sait qu'ils ont besoin de chant. Mais l'autre chose qui m'a surtout intéressée, c'était votre notion de table de l'énergie. Donc, comment est-ce que ça fonctionnerait? Qu'est-ce que vous voyez? Bien, en fait, on voit beaucoup qu'il y a un besoin de réfléchir, puis même partout à travers le monde, actuellement, des plans climat, c'est pas suffisant. C'est des plans climat et énergie. Donc, il faut réfléchir à notre vision stratégique énergétique. Il faut réfléchir à où on va passer nos lignes de transport. Je pense que vous en avez tous eu des projets de développement de lignes de transport, de postes hydroélectriques. Il faut réfléchir aussi où on veut mettre l'énergie renouvelable. Il faut réfléchir collectivement comment on peut mieux aménager, optimiser. Vous avez tous quasiment dans toutes les MRC des zones identifiées de zones de chaleur résiduelle, des grands émetteurs de chaleur. Comment on peut dire, bien, à côté de cet émetteur de chaleur-là, il faut venir attirer peut-être une serre qui va réutiliser finalement la chaleur pour faire des boucles courtes. Donc, cette réflexion-là, avec une table qui peut s'y pencher, qui peut réfléchir, proposer des orientations, permettrait de faciliter le travail terrain et l'intégration de ces éléments. Merci. Merci. Il y a Mme Pelletier. Petite question, on a parlé beaucoup dans les dernières séances là, des friches, de l'importance des friches. Donc, vous parlez des milieux ouverts. Est-ce que vous visez principalement les friches ou d'autres types de milieux supplémentaires que les friches présentes sur notre territoire? C'est des mots qui peuvent se ressembler, on a tout un guide sur la priorisation des milieux ouverts. Il
milieu urbain agricole, vous pouvez aller le consulter sur notre site web. Donc, c'est un travail qu'on utilise beaucoup. Mais oui, c'est des éléments, c'est juste qu'on trouve les milieux ouverts qui sont plus englobants, qui permettent d'aller chercher aussi des milieux qui sont peut-être, par exemple, des parcs urbains qui actuellement sont complètement ouverts gazonnés, qui pourraient être végétalisés puis être transformés avec plus de biodiversité. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour le travail. Maintenant, j'appelle au micro M. Robert Beauvois. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Le volume sonore est correct. Alors, j'ai un petit peu le micro, ça s'entend mieux. Test. Bon, mon nom c'est Robert Beauvois, je suis un ingénieur à la retraite. On va discuter de transport, moins d'écologie là-dedans, mais comme c'est du transport électrique, moins de gaz à effet de serre. L'objectif ici, ça va sortir des autos, des autoroutes et des autobus en diesel, un petit peu moins. Donc, c'est une description de l'extension du REM sur la rive sud en utilisant non pas des lignes lourdes ou des lignes simples du Canadien national, sans caténaire avec locomotives tirées par des locomotives qui font l'énergie par batterie. Le niveau des batteries maintenant, pour les autos, c'est 100 kWh, les camions, c'est 500. Pour les trains légers, courte distance, 1000 kWh pour faire le travail. Et on est rendu là pour les batteries. Je n'aime pas les batteries particulièrement, mais les batteries industrielles vont être capables de. Donc, la technologie est là. On va voir comment on peut l'utiliser. Dans mon mémoire, j'ai un diagramme des 4 antennes vers Saint-Jean, vers la Prairie, Saint-Hubert et Chambly. Donc, il y a une cartographie des extensions. Je vais passer, si vous l'avez lu, il suffit juste de suivre la recette. Je décris le choix des batteries pour prendre des batteries ininflammables. Les batteries d'auto, c'est pas assez fiable pour transporter des usagers pendant plusieurs années. La Evlo 1000 de la compagnie Evlo, filière d'Hydro-Québec, va être capable de tirer le train sur des distances entre 100 et 200 km, donc suffisant pour faire plusieurs cycles le matin et plusieurs cycles le soir. Donc, il serait possible, donc dans l'ensemble, il serait possible de faire un système de transport de type REM, mais beaucoup moins cher, en mettant seulement une vingtaine de wagons de batterie. Les batteries coûtent entre un demi-million et 3/4 de million chacune. C'est sans l'ingénierie sans les modifications ou sans l'adaptation. Avec l'adaptation, ils vont coûter peut-être au-dessus de 1 million chacun. Là, on a une vingtaine de millions pour les locomotives, si vous voulez. Le reste, c'est les mêmes wagons passagers que le REM. Configuration de train avec 2 wagons passagers, 3 wagons et avec 4. Les puissances sont suffisantes pour. Les portées sont suffisantes, les puissances de batterie sont suffisantes. C'est le poids qui est un petit peu limite, là, mais je crois que l'eau va être capable de faire ça. Donc, il faut un conducteur, c'est une voie, pas de caténaire. Et puis, j'ai donné dans le des paramètres des portées en début de quand les batteries sont neuves, quand les batteries sont usagées, avec des marges opérationnelles. J'ai mis 25%. On ne roulera pas de train avec la batterie déchargée. Donc, quand il y a à peu près 30%, on va penser de changer de wagon. Et ça va être fait à une nouvelle gare à Chevalier qui va être le centre névralgique pour la distribution des antennes vers ces deux-là. Il faut connecter Chevalier à Panama. Pour réaliser ça, il
il faut un petit bout de rail d'environ 1,5 km. Il faut sortir de l'enclave des deux voies, donc il faut passer l'autoroute 10 de 30 pieds peut-être, donc une construction assez difficile, sortir une troisième voie avec un aiguillage et le REM est capable de faire des cours en dessous avec lui, donc aller atterrir dans le côté ouest du stationnement Chevrier où la gare serait là. Et il y a un poste électrique d'Hydro-Québec pour l'alimentation électrique, donc c'est un bonbon d'avoir ça. Donc il s'agit de faire, donc les trains vont prendre les wagons jusqu'à Panama, les gens vont interfacer ou à Panama ou à Chevrier, et se rendre à Saint-Jean, aux 4 antennes. Dans mon mémoire, j'ai donné la cartographie des antennes, les descriptions des distances. Donc Saint-Jean, elle n'est pas très dispendieuse, il y a juste la connexion de la gare Chevrier à faire. Ensuite, vers le prairie Candiac-Delson, il y a juste la construction de gare. Là, la ville de Delson pourrait être desservie par le REM, ce qui est un avantage assez intéressant. À la prairie, en particulier, il y a la zone de Belle-Quétrie qui pourrait faire un immense AirTub. Il y a l'école Jean Domenech qui pourrait être un centre scolaire. On pourrait améliorer ça avec un cégep, par exemple. Je vais m'appuyer pour le cégep maintenant sur la Rive-Sud. Peut-être qu'il est temps d'en faire un. Et à la prairie, près de Jean Domenech, ça serait un très bon endroit pour faire ça. La gare serait sur la 104, près du centre. Donc, ce serait un bel endroit. Pour Candiac, le choix de la gare est un peu plus difficile, mais les urbanistes de la ville vont être capables de solutionner ça. C'est pas loin de l'AirTub qui est déjà là, c'est environ 5 minutes de marche. Distance raisonnable. On va avoir une antenne vers Saint-Hubert et l'aéroport. L'aéroport, l'avantage de relier les deux aéroports, Saint-Hubert avec le REM, ça pourrait être assez intéressant. Ça peut se prolonger vers Boucherville, mais à partir de la gare Porter, il va faire une petite rallonge. Ça ne va pas être trop difficile. L'antenne Chambly, elle est, comme j'ai indiqué dans mon mémoire, assez difficile à réaliser. J'ai indiqué les difficultés liées à cette antenne-là. Je n'ai analysé que la Rive-Sud, mais c'est un schéma qui peut être appliqué à d'autres destinations assez fascinant, particulièrement pour le Hudson, par exemple. Si on prend la gare Rennes en Savane, elle est tout près des lignes du CN, donc ce ne sera pas dispendieux de connecter, d'envoyer des wagons, des trains Rennes jusqu'à Hudson. Ça peut être fait assez facilement. D'autres destinations vers Laval, vers le nord. Des possibilités aussi de passer par le train du CP à l'ouest du Pont-Messier et rejoindre la gare de Zard. C'est la même que les trains diesel présentement. On changerait les trains électriques. Ces schémas de transport peuvent être utilisés dans d'autres villes canadiennes. Si vous regardez le train en configuration avec un ou deux carburateur, c'est un tramway. Donc, ça peut être effectivement un tramway, mais sans caténaire. Donc, tous les schémas de tramway pourraient utiliser des trains de REM et être à Montréal, avec les possibilités de faire des intégrations comme ça. Et pour la réalisation du projet, les partenaires, c'est les mêmes que pour le REM, c'est-à-dire la caisse de dépôt propriétaire des gares, du matériel roulant pour faire la gestion de projet, le fonds de financement
Il va faire des opérations de nos fournisseurs de batterie, donc il va faire l'alimentation à partir du poste de brossard, avec une nucléaris, c'est parfaitement capable de faire le design des voies et les gares et la gestion de la construction. Il n'y a pas de construction très difficile, mais même qui demande un peu d'attention. Et Alstom, c'est un grand manufacturier très compétent. Ils sont parfaitement capables de faire les wagons de batterie et de faire la construction de l'intégration par exemple de la Merci beaucoup, M. Baudouin. Écoutez, j'ai eu la chance de lire votre mémoire et il y a vraiment un travail gigantesque qui a été fait derrière tout ça, avec beaucoup de documentation, beaucoup de précision, de cartes également que vous avez fournies. Bien qu'on ait une orientation en ce qui concerne le transport et la mobilité durable, et Dieu sait que c'est un enjeu particulièrement ici dans la couronne sud, on n'a pas ce niveau de précision. La CNM n'est pas maître d'œuvre et ne peut pas soutenir un seul projet comme celui-là, mais je serais tellement malheureuse que tout ce travail-là soit perdu. Je vous recommande vraiment d'aller solliciter, peut-être qu'on peut vous aider à aller solliciter, entre autres peut-être la RTM ou l'Agence de mobilité pour que tout ce travail-là ne soit pas perdu, mais je tiens vraiment à vous remercier grandement pour ce travail de précision que vous avez fait, de cette idée aussi de récupérer ce qui existait déjà et d'améliorer certains travails de mobilité électrique. Donc, merci infiniment et je sais pas s'il y a d'autres questions des confrères. Moi, M. Baudouin, je vous invite à aller rencontrer les gens du REM. Là. Vous avoir rencontré avant, je sauverais de l'argent. Est-ce que vous les avez rencontrés? Je suis à la retraite, alors aller cogner à des portes, seulement les portes sont fermées, verrouillées, que ce soit. On a quelques clés. Les organisations s'organisent pour gérer leurs propres. Moi, je peux vous dire qu'en tant que président de la table de concertation des élus et préfet de la Couronne Sud, je vais relayer votre mémoire et je vais le partager avec mes collègues, mais ça a l'air d'un projet Couronne Sud, pas mal. Merci, c'est tout ce que je demande, c'est-à-dire que vous en prenez connaissance et partagez à des gens que vous connaissez dans les organisations. Habituellement, un projet démarre avec des gens qui ont un petit peu de flamme. Il s'agit de trouver. Mais vous avez eu de bonnes oreilles ici ce soir. Merci, monsieur. Merci. Maintenant, j'invite à notre table SOS Forêt Fernand Séguin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Mon nom est Guy Turcotte, je suis le porte-parole de ce regroupement-là, qui est un regroupement de citoyens qui a été créé en 2008. Ça fait déjà quelques années qu'on suit le dossier. Mais on a juste repris le dossier des amis qui étaient depuis les années 80, en fait en 84, ça fait 40 ans de ça, qui travaillaient déjà sur un projet de Cap d'Envers Châteauguay-Léry. Quand même, là. Ça fait longtemps qu'on est là-dessus, mais en 2008, on a fallu qu'on s'active un peu parce que, mettons que il y avait de l'activité immobilière qui se préparait là. On s'est réveillé. Puis on a eu la chance en 2012 de participer à la consultation publique. Puis juste pour donner une idée, c'est le rapport qu'on a remis à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, je pense que le rapport a été lu, a été beaucoup considéré, ça a été lu. Puis la CNM est maintenant tout ce qui a été fait pour le Cap d'Envers, c'est vraiment génial. On est parti en 2003 d'un petit bois métropolitain. En 2010, dans la première proposition du PEMAT, c'était encore proche du bois métropolitain. Aujourd'hui, on parle d'un Cap d'Envers, puis on parle aussi d'un grand parc métropolitain. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait, puis on l'apprécie. Les arbres sont encore tous debout. La forêt est encore intacte pour l'instant, mais il reste encore du travail à faire. On apprécie particulièrement aussi le RCI qui a été adopté aussi. Bon. Là, pour revenir au projet révisé, là, je voulais juste deux petites phrases, là, ça a été plein des mots, je me sens que j'ai travaillé fort pour les compenser. Pour vous donner une idée de ce rapport de combien de centaines de pages, on arrive à ça en 2024. Pas plus que ça. C'est clair.
Voilà. D'abord, on tient à exprimer notre appui à la vision, aux orientations et aux objectifs qui sont contenus dans ce projet révisé. C'est vraiment génial. Nous autres, on trouve ça extraordinaire. Puis parce que ça propose de mettre fin au développement anarchique de notre territoire en mettant de l'avant une vision intégrée, intelligente et durable d'aménagement de notre coin de pays. Ça, on l'applaudit, on l'apprécie. C'est génial. C'est comme de la lumière. Puis le président Mémoire, pour objectif de proposer, on va se concentrer sur proposer des modifications juste sur 4 critères. Puis on a aussi deux recommandations plus générales, mais d'abord 4 critères. L'idée, c'est de resserrer les textes des 4 critères et resserrer les exigences, parce que depuis 2012, c'est sûr qu'on a un peu perdu notre naïveté, puis qu'on a découvert que les mots qui sont inscrits dans le texte du PMAC, ben, c'est ça qui est important. Puis les textes, ben, c'est ça. On a découvert aussi que ce qui n'est pas textuellement interdit ou obligatoirement exigé, ben, ça pourrait être considéré comme permis. On l'a vu. Ça nous a donné beaucoup de travail depuis le temps. Fait que, si on commence donc avec l'objectif 3.1, le critère, il y a 3.1, 3.7 et 3.8. 3.1, 3.7. Le 4, le 7 et le 8. Le 4, c'est l'identification par les MRC des autres milieux naturels contribuant à l'atteinte des engagements métropolitains en matière de conservation des milieux naturels. Là, je suis un peu mêlé, il y a un petit peu de flou dans le texte. On demande, là, on permet, la CNM demande, ça c'est bien comme ça, on aime le mot demande, nous aussi, on en parle. On demande de contribuer à l'engagement de la CNM en considérant notamment ceux identifiés par. On ne demande plus d'identifier. Nous autres, on dit qu'il faudrait commencer par identifier. Puis là, les trucs qu'on donne, c'est les références qu'on donne. Par exemple, c'est ceux qui sont identifiés par, entre autres, le centre des données, des espèces du patrimoine. Eux autres, ils ont des inventaires. Sauf que si les inventaires ne sont pas faits, ils ne savent pas. On ne peut pas se fier là-dessus parce que les inventaires ne sont pas complets de toutes les espèces menacées ou en péril ou autres. Il faut donc voir ça autrement. Ici, entre autres, le plan régional des milieux humides et hydriques, c'est sûr que ce n'est pas complet. Nos PRMHH ne sont pas complets non plus. Fait que on aurait une autre proposition pour resserrer tout ça. On demanderait plutôt au MRC. En plus aussi, on demanderait au MRC de produire des études sérieuses et d'identifier à leur schéma d'aménagement tous ces autres milieux naturels représentant un potentiel de conservation afin de fournir leur juste part permettant l'atteinte de cible de 30%. Premier point. Point 7, identification des secteurs représentant un potentiel de reconversion. Encore là, la CNM demande au MRC d'identifier à leur schéma d'aménagement les secteurs supplémentaires non couverts par le blablabla. Et voilà, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait plutôt demander au MRC, aux agglomérations, d'identifier à leur SAD tous les secteurs non couverts par le 3.1.6 présentant un potentiel de reconversion en espace vert dans le milieu naturel. L'appréciation du potentiel. Fait que tout ça, c'est toujours pour, tout comme l'autre, là aussi, le 1.8, c'est d'avoir un portrait beaucoup plus complet de ce qu'il y a vraiment là-dedans. Comme ça, l'MRC peut prendre de meilleures décisions. Les citoyens peuvent suivre ce qui se passe un peu dans l'MRC parce qu'on a des références, on a des études. Puis tout ça est déposé à la CRM. Ça, c'est formidable, ça. Ça me semble cohérent. Le troisième, classification des espaces verts urbains. La même chose, on invite là, on fait sauter l'invitation, là. Sur l'invitation, on peut avoir d'autres choses à faire, hein, fait qu'on demande de transformer ça de transformer l'invitation en une demande au MRC d'identifier à leur schéma d'aménagement les espaces verts ciblés. Puis nous sommes d'avis que les services écosystémiques rendus par ces milieux, même si c'est juste un terrain de golf, même si c'est un cimetière, les services écosystémiques sont essentiels au maintien de certains équilibres des écosystèmes. Ils rendent les services écosystémiques. Il faut en tenir compte aussi, mais pas encore, il faut qu'on sache qu'ils existent, il faut qu'ils soient répertoriés, puis cartographiés, et qu'on sache pendant qu'on s'en parle.
Le troisième, c'est le quatrième critère, c'est le 3.2.1, c'est l'encadrement des constructions, autrement dit, les dispositions de dispositions normatives. C'est là qu'on arrive dans le vif du sujet habituellement. Vos flux sont là. Là, encore là, je vais vous lire mon texte pour me mêler, pour m'embarquer dans des affaires, des fois, je pourrais me dire des trucs que je vais traiter. Nous sommes d'avis que cette demande ainsi que cette invitation aurait pour effet de déléguer au MRC la responsabilité et le pouvoir de déterminer les usages des autres travaux compatibles à la conservation des composantes naturelles. L'expérience des 10 premières années du PEBAC nous a mené des propositions réglementaires appuyées sur des méconnaissances totales de ce que sont ou ce que peuvent être des usages compatibles à la conservation. Comme on dit, on a vu du correct et du erreur. On a vu les extrêmes là-dedans. Nous, ce qu'on recommande là-dedans, ça fait d'assurer l'intégrité des écosystèmes naturels identifiés aux critères. Puis là, il y a une erreur parce qu'on a travaillé vite, parce qu'on a travaillé sur d'autres dossiers en même temps d'urgence dans notre petit coin de pays. Là. Aux critères, c'est la réponse, c'est le critère 3.2.1 et le 3.2.2 qu'il faudrait corriger sur notre texte. Je l'ai vu tantôt, l'erreur. Les dispositions normatives décrites que autrement dit, remplacer ça par les dispositions normatives décrites dans le chapitre 2 du règlement de contrôle intérimaire 2022-85. Remplacer intégralement le texte des demandes. Voilà. On fait remplacer, on enlève les flux. C'était clair dans la CI. Là, on revient beaucoup essentiellement au même flou artistique du premier PEBAC, qui disait qu'il demandait simplement au MRC de définir des usages compatibles à la conservation. Là. Tandis que dans le RCI 22, c'est clair. On sait où on s'en va. C'est sûr qu'il y a une précision du 10 là. On va le discuter, je ne sais pas pourquoi il est là. On a maintenant une modification de la loi, l'article 245 qui est adopté, qui donne beaucoup plus de latitude aux organisations municipales pour conserver l'entièreté des milieux naturels à partir du moment où c'est d'importance, c'est une valeur écologique importante. C'était pour les critères, sur le 12. Collectivité et corridor écologique, ce qu'on appelle peut-être un peu faussement le corridor vers Châteauguay-Léry. Puis si on additionne aussi le territoire de Kanawagé, c'est un grand milieu naturel qui est bloqué, qui est isolé, complètement isolé. Il faudrait donc travailler sur les corridors écologiques qui vont nous relier d'un côté, si possible, aux forêts, pas aux forêts, mais aux Montérégiennes, puis de l'autre côté, ça rendre aux Adirondacks. Ça serait comme bien important. Dans le temps, il y avait les conférences régionales des élus, les CRA, qui avaient commencé à travailler sur le corridor écologique. Fait qu'on aimerait que la CMM continue, reprenne ce travail-là, puis prenne le leadership, parce que c'est multi-MRC, on met beaucoup de monde autour de la table, on met le monde agricole autour de la table. Puis je pense que seulement la CMM pourrait prendre l'initiative de revoir un petit peu ces corridors-là. La dernière chose que je voulais parler, c'est la gestion des parcs naturels. Mais là, je pense que nos amis de l'État Château-Nord ont bien cerné le sujet. 2 secondes. Merci, M. Turcotte. Donc, si je comprends bien, vous aimeriez que la CMM reprenne le leadership en ce qui concerne le développement des corridors. Oui. Il y a eu beaucoup de travail universitaire qui s'est fait au cours des dernières années là-dessus. Je pense à tous les travaux de la gang de Gonzalez. C'est vraiment génial. Puis on sait plus où on s'en va, on sait ce qu'il faut pour relier les trucs, on sait comment les espèces se promènent, comment les corridors sont importants. Puis là, ça serait le temps, je pense, de reprendre les travaux avant que ce soit trop tard. Et quelle forme pourrait prendre ce leadership de la CMM? Ben, commencer par réunir du monde, puis faire un travail là-dessus, ça peut être faire quelque forme ou quelque chose, réunir les scientifiques, puis les gens qui connaissent ce territoire. Nature Action Québec a travaillé beaucoup là-dessus aussi, les gens qui ont des connaissances là-dedans, puis les gens aussi du monde agricole, parce qu'on traverse le monde d'un océan agricole, puis il y a quand même des liens possibles. C'est sûr qu'il y a des travaux à faire. Il y a même aussi le ministère du Transport, parce qu'il y aura des viaducs à créer pour les animaux, parce que l'autoroute 30 a clôturé Jeanne-Bart. Et voilà, c'est fermé. Merci. Je vous tourne maintenant vers mes collègues. Bien, en fait, je vais juste vous remercier pour un travail longitudinal, le moins qu'on puisse dire. Donc, je m'en tiens à ça. Ben, pour la longévité, on s'inspire beaucoup de nos amis de la Green Coalition qui sont là depuis plus de 40 ans,
Quand on se sent fatigué, on pense à eux autres. Monsieur Ouellet et Mme Achessin. Oui, les corridors de biodiversité, comment pensez-vous qu'on pourrait mieux susciter l'intérêt des propriétaires privés à faire leur part sans nécessairement avoir à acheter leur terrain ou à leur offrir de l'argent? C'est pas. En fait, c'est ça que j'en comprends, je ne suis pas un spécialiste, mais ça prend plusieurs formes. Des fois, c'est juste une bande riveraine qui est boisée ou qui est arbustive, ça peut faire le travail, partie du travail. Ce n'est pas nécessairement d'acheter du terrain jusqu'aux États-Unis. Donc ça prend la forme d'un règlement, il faut que ça soit... Il y a une partie réglementaire, il y a une partie de concertation, il y a une partie de collaboration, je pense surtout au milieu agricole. Avez-vous des exemples qui ont bien fonctionné dans votre région? Dans notre région, non, on est au point mort maintenant. Avez-vous d'autres exemples? Non, mais déjà, ça s'est bien... Non, mais un exemple, là, à Châteauguay, on a un assez tracé. Jusqu'à tout récemment, on avait un tracé de transport hydroélectrique qui traversait la ville. Maintenant, les pylônes sont enlevés. Hydro-Québec conserve sa servitude, ce qui fait qu'on ne peut pas construire là-dedans, mais on va en principe, on va en profiter pour faire un corridor de biodiversité, un corridor de transport pour la biodiversité. Parce que je pense que l'enjeu est surtout là. Comment est-ce qu'on s'arrange pour faire la protection mais ça existe, sans nécessairement avoir à tout acquérir. Puis même déjà le minimal est déjà possible, je pense. Il s'agit de profiter des fuites des ruisseaux, il s'agit de profiter de la rivière Châteauguay qui fait le travail, il s'agit de trucs. Changer les habitudes des gens n'est pas nécessairement facile. Les gens vont voir, c'est jamais facile. C'est ça, tombe ou couper. Non, c'est un travail de voir. Oui. Merci, Mme Jenny. Vous parlez de faire des études sur des MRC ou des villes qui ont moins de 30%. Parce que en fait, c'est d'essayer d'avoir une image au niveau de la MRC pour que la CME puisse avoir une image plus complète. Alors, on en a déjà des images. On ne sait pas. Pardon? On a des boisés qui ne sont pas caractérisés, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans, on ne sait pas si on faisait l'inventaire, il faudrait ajouter des espèces, il faudrait ajouter... On ne sait pas quelle valeur ils ont, c'est ça que vous dites. Non, avoir l'image précise comme ça. Juste le fait d'avoir les parcs, c'est de la verdure la plupart du temps. Certains sont un peu minéralisés parce que sont carrément artificialisés parce que c'est un terrain de soccer artificiel. Là. Mais qu'on ait une image, vraiment, tous nos espaces verts, déjà, ça va aider beaucoup. Ça va aider. Il y a de la vie là-dedans, dans ces espaces-là. Merci, M. Turcotte. Maintenant, pour terminer cette soirée en beauté, la table des préfets et des élus de la Couronne Sud, je vous invite à vous en laisser aller tout seul. Eh oui! Les gars sont assis. Que voulez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien, parfait. Bien, bonjour, Madame la Présidente et membres de la Commission. Merci de nous donner l'opportunité de contribuer à cette consultation publique portant sur le second projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Je prends la parole, comme a dit Mme Claude il y a quelques instants, au nom de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud pour partager nos préoccupations et nos recommandations. Bien que nous reconnaissions les avancées réalisées dans ce projet, certaines composantes soulèvent des inquiétudes pour nos membres. Nous souhaitons aujourd'hui mettre en lumière ces éléments et proposer des pistes pour mieux les intégrer au PMAD révisé. Donc, ma présentation le reportera en 4 volets. Le premier volet porte sur la gestion de l'urbanisation et la densité résidentielle. L'une de nos principales préoccupations concerne les seuils minimaux de densité résidentielle qui sont proposés. Ces seuils, à notre avis, ces seuils visent à répondre à une demande projetée de logements qui apparaissent là, c'est là que je dis à notre avis, oui, trop élevés et inadaptés à la réalité de la Couronne Sud. En fixant des seuils élevés, le PMAD révisé double pratiquement la capacité d'accueil par rapport à la demande réelle en logement. Cela exerce une pression inutile sur nos territoires déjà confrontés à des réalités pour équilibrer le développement et la qualité de vie.
Ainsi, nous recommandons une réduction des seuils de densité pour mieux refléter les besoins réels sur le terrain et l'ajout aussi d'exemptions pour des contraintes spécifiques telles que par exemple des terrains intercalaires ou par exemple pour des contraintes techniques comme par exemple la limite des infrastructures sanitaires ou des restrictions environnementales. À notre avis, ces ajustements-là permettront plutôt une gestion de l'urbanisation plus équilibrée et en harmonie avec les caractéristiques propres de chaque territoire. Deuxième point qu'on souhaite soulever, c'est l'élément sur le transport collectif en cohérence avec le développement. Donc, le lien en fait entre la densité résidentielle et le transport collectif est fondamental. On est tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Le PMAD révisé à l'heure actuelle fixe des objectifs ambitieux de densification, mais les couronnes, somme toute, restent mal desservies par les réseaux de transport collectif. À l'inverse donc du PMAD actuel, du premier PMAD, on pose la question de comment peut-on justifier l'exigence faite aux municipalités de densifier leur territoire sans garantir au préalable une offre de transport collectif performante et adéquate dans les secteurs visés. Ce qu'on aimerait recommander, c'est bien entendu une meilleure coordination entre le plan stratégique de développement de la RTM et le PMAD révisé pour permettre en fait, parce que je pense qu'à terme, on a le même objectif que vous, qui est de permettre vraiment un transfert modal efficace de l'auto-solo vers le transport collectif. Donc, à terme, on rejoint les objectifs très certainement du PMAD, mais on se demande, bien entendu, comment arriver à ces objectifs-là. Le deuxième élément aussi qu'on souhaite mettre de l'avant, pour se recommander, c'est de meilleurs investissements prioritaires pour améliorer, bien entendu, l'offre de transport collectif dans les couronnes avant toute la densification, puisque vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà traversé le territoire de la couronne sud, transport collectif. Du moins, si ce n'est pas fait, je vous invite très certainement à le faire. Essayez là, de faire un petit trajet est-ouest. On discutera par la suite de densification. Je m'excuse, je m'écarte de mon texte, vous me pardonnerez. Je reviens. Donc, les deux éléments mentionnés précédemment, on considère que ces efforts garantiront une mobilité durable et éviteront de surcharger les infrastructures existantes et contribueront ainsi à la qualité de vie de nos citoyens, parce que, encore là, nous aussi à terme, c'est ce qu'on souhaite, tout comme vous, d'avoir une meilleure qualité de vie de nos citoyens. D'entrée de jeu, Mme Pelletier a mentionné là, au début de la rencontre en présentant le PMAD que le concept de la ville des 15 000, c'est un concept, mais qu'on n'allait pas nécessairement dans le détail, c'est vraiment un élément macro. Bien entendu que si j'aborde somme toute cet aspect-là, on aimerait bien en fait que le PMAD regarde aussi, la CME plutôt regarde aussi excusez-moi, je vais recommencer mon texte, ça va bien aller. Qui regarde aussi l'étude qui a été faite à l'Université McGill de l'année dernière, en 2003, qui porte justement sur le concept de la ville des 15 minutes, en fait, dont les conclusions de ce rapport-là nous apportent en fait à réfléchir à une ville potentiellement des 30 minutes. Je sais qu'on parlait d'un concept ce matin, mais on pense qu'il est important en fait, de considérer les critiques et les contre-études de la ville des 15 minutes pour permettre en fait, une adéquation avec les secteurs. Donc justement, cette adaptation-là à la réalité de nos territoires, qui pourrait être introduite par justement cette ville-là des potentiels 30 minutes, pourrait être en fait plus flexible, permettre d'atteindre des objectifs de proximité et de qualité de vie, bien entendu, tout en tenant compte des particularités géographiques et démographiques et des courants. Parce que je pense qu'à terme, c'est ça aussi qui est l'objectif, c'est s'adapter au territoire auquel est appliqué le PMAD. Quatrième et dernier élément, vous voyez, je rentre dans les temps. Le processus en fait de modification du périmètre métropolitain. Les couronnes sont les premières, vous savez, qui sont concernées par les demandes de modification du périmètre métropolitain de par la proximité de la zone agricole, qu'il y a principalement dans les zones des couronnes. Et actuellement, le processus d'évaluation de ces demandes, on constate qu'il est mal adapté à nos réalités, parce que, en fait, tout simplement, l'analyse de celles-ci sont examinées sur la base de la disponibilité des terrains à développer et à développer sur l'ensemble du territoire métropolitain. Qui, à notre avis, a pour effet de potentiellement soit dénaturer un projet, soit priver le territoire et ou les acteurs qui ont contribué au développement du projet, les priver des potentielles retombées, de profiter en fait, de ces retombées-là. Ainsi, on demande bien entendu une méthodologie qui peut être transparente, adaptée pour analyser de demande, tout en impliquant bien entendu les élus des instances métropolitaines de la CME. On souhaite aussi l'établissement de critères clairs et aussi des délais fixes afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers. Ainsi, ces ajustements pourraient permettre une meilleure gestion des demandes et pourraient aussi éviter des décisions inadaptées qui pourraient compromettre le développement des couronnes. Pour conclure,
Nous saluons très certainement l'effort collectif qui a permis de bâtir ce PMAD-là et nous réaffirmons qu'il est essentiel d'ajouter certains aspects pour mieux prendre en compte les réalités des couronnes afin que le PMAD 2.0, je vais l'appeler comme ça parfois, soit pleinement efficace. Nos recommandations ne viseraient certainement pas à freiner le développement métropolitain, mais à le rendre plus équitable, cohérent, durable et adapté à tous les territoires. Nous sommes convaincus que ces ajustements permettront de bâtir une région métropolitaine qui est harmonieuse, qui respecte les particularités de ses composantes, tout en répondant aux enjeux globaux de compétitivité et d'attractivité du territoire. Wow! Il reste 3 minutes. Merci beaucoup. Merci pour ce travail de synthèse. J'ai eu la chance également de lire les différents documents que vous avez fait parvenir. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui pourraient vous gagneriez à avoir une rencontre 1 à 1 avec Mme Pelletier pour nous permettre justement d'ajuster, entre autres, les seuils minimaux qui sont jugés trop élevés sur certains de vos territoires. J'aimerais savoir quelle est votre vision justement de comment votre territoire, le territoire de la TPEX, peut se densifier de façon durable. Quelle est votre vision de votre côté? En tant que table de concertation, je ne peux pas parler en tant qu'individu, parce que on a des membres dans la salle aussi. C'est une très bonne question. En fait, pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? En fait, je me demandais comment la CMM peut vous aider à faire en sorte de pouvoir travailler au développement de votre municipalité de façon durable. Comment on peut mieux vous accompagner à la CMM? Je pense que ça part aussi, de par le contenu, de venir aussi l'adapter aux réalités, parce que je pense que à certains égards, on peut avoir une vision qui est peut-être mal adaptée, on dit parfois à quelques reprises, mal adaptée au territoire des couronnes. Donc, en fait, je pense que l'idée pourrait être aussi de peut-être porter écoute aux membres qui sont de la couronne sud, ou que soit nous en tant que table de concertation, les MMC, les municipalités, de porter une écoute peut-être plus attentive aux réalités qui vous sont partagées, en fait. On est tout oui, on m'exclut. Oui, je parle à vous, exclusif. La CMM est tout oui, mais je vous rappelle l'importance d'avoir les discussions pour bien ajuster vos demandes et vos besoins en lien avec le PMAD 2.0, comme vous l'appelez si bien. Maintenant, je me tourne vers mes collègues. Oui, si je peux me permettre. Vous faites référence, dans le fond, à une meilleure intégration du PSD révisé avant l'adoption du PMAD. Est-ce que vous pourriez peut-être être un peu plus explicite à cet égard-là pour aiguiller nos collègues, là, puis peut-être prendre le temps de nous rappeler là, le jargon PSD puis les instances qui sont associées? Donc, vous savez comme moi que le PSD, c'est le plan stratégique de développement de la RTL, qui est l'Agence régionale de transport métropolitain. Puis en fait, à notre avis, une intégration réussie du PSD et du PMAD pourrait aussi venir s'intégrer avec le développement et la desserte locale. Bien entendu, l'objectif, c'est de passer, on pense, par une communication fréquente entre les chantiers en cours, potentiellement les chantiers à venir, en fonction des axes qui sont identifiés dans le PMAD et qui reprend essentiellement le contenu du PSD. On réfléchit à voir, on fait ça actuellement. On pense peut-être qu'un monitorage pourrait être effectué entre les partenaires des secteurs, avec la CMM, la RTM. On pourrait discuter de ces éléments-là potentiellement dans des comités sectoriels. Donc, il y a un comité sectoriel de mobilité durable qui existe. Mais on considère qu'il est quand même impératif que la livraison des chantiers soit en coordination avec l'instauration de l'offre. Et idéalement aussi, il serait potentiellement intéressant de valoriser, comme je vous parlais, d'essayer d'utiliser le transport en commun d'ouest en est au niveau de la couronne sud. J'ai pensé de venir ici en transport en commun ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Donc, en fait, de valoriser aussi tout ce qui est les déplacements intra-couronne. On sous-estime beaucoup les déplacements intra-couronne. On valorise beaucoup les déplacements pendulaires entre l'année-centre et les secteurs plus en périphérique. Somme toute, les différentes données
je veux dire en quête d'origine-destination, mais la perspective de mobilité, là, je perds son terme, vous me pardonnerez, démontre somme toute aussi qu'il y a de nombreux, c'est pas plus de la moitié là, des territoires, des déplacements pardon, sur les territoires. Je vais parler pour la couronne sud, je vais laisser la couronne nord là, discuter de leurs données, de leurs statistiques, mais somme toute, il y a de nombreux déplacements qui sont intra-couronne. Donc, c'est de considérer ça aussi dans la perspective de développement, puisque si les gens n'ont pas d'offre, c'est difficile de faire le transfert modal, parce que je pense qu'à terme, comme je dis, tout comme vous, les élus de la couronne sud, là je parle excluant moi, là, je ne suis pas une élue, je pense que c'est ça qu'ils souhaitent à terme aussi. Merci beaucoup. Votre commentaire. Ce que j'entends de plusieurs groupes ce soir, dont vous, c'est cette notion de concertation en continu, donc d'avoir des forums, on en a aux 2 ans, qui sont des opportunités pour savoir comment le plan performe, puis d'entendre aussi la société civile. Mais je me demande si justement vous souhaitez être reconnu par la CNU comme une entité avec qui transiger plus fréquemment. C'est ce que j'entends. Mais je pense qu'il est important avec. Puis j'entends aussi de nombreuses personnes ce soir qui ont tendu la main, du moins. Donc pas juste aux 10 ans quand on fait une révision. J'entends rire, donc j'entends que ça fait sens pour les gens qui sont en mais je trouve ça intéressant. C'est sûr que ça prend énormément d'énergie. Vous voyez, juste ce processus ici, on est accompagné par l'INM, qui sont vraiment, je pense, très professionnels et donnent ce regard aussi qui est indépendant et séparé. Mais donc, je réfléchis parce qu'évidemment, côté commission culture, patrimoine, on a aussi tout ce travail d'inventaire, de réflexion, d'apprendre de ce qui se fait déjà sur le terrain, puis comment est-ce qu'on amène cette vision au niveau métropolitain. Donc, mais j'aimais bien la notion où vous disiez, bon, la capacité d'accueil est très haute si on va avec la densité qui est proposée actuellement. Cependant, si on donne des mesures d'exemption ou d'exception, peut-être que ça va donner ce que d'autres demandaient ce soir, d'avoir de l'exclusion pour les terrains d'intérêt ou d'intérêt important, que ce soit en environnement ou autre. Donc peut-être que là, il y a un équilibre. Il faudrait faire ça. Oui. Donc c'est intéressant et analyser. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci. Merci. Merci infiniment. Ça résonne beaucoup quand on m'a confié cette lourde tâche, mais très agréable de présider cette commission. J'ai dit, Massimo, tu comprends que moi j'aime ça communiquer. Tu comprends qu'on va se déplacer. Tu comprends qu'on va rencontrer le monde. Tu comprends qu'on ne refusera pas, que l'équipe ne va pas refuser de rencontre. Les portes sont ouvertes, les lignes téléphoniques sont ouvertes, les courriels sont ouverts et les réponses seront. Je vous remercie. Merci. Et on a une période de questions, n'est-ce pas? Donc, si jamais vous étiez là, témoin ce soir, vous n'avez pas pris la parole, mais si vous avez envie de poser des questions, on vous laisse le micro, on n'est pas gênant. Ou gênant. Non, donc si... ouais. Ah, bon. J'ai une première question par rapport au... en fait, on a beaucoup entendu parler de la nécessité de reconvertir les milieux pour ajouter, disons, un plus grand nombre, une plus grande superficie de milieux naturels, parce qu'il y en manque. Donc, il faut profiter des milieux qu'on pourrait possiblement convertir. On a parlé des golfs. Si j'ai vu, il y avait une carte sur les golfs. Mais j'ai pas vu d'allusion, par exemple, à des choses comme des carrières, des anciennes carrières qui ne sont plus exploitées. Et puis, je pense qu'il y aurait vraiment un potentiel là. Je donnais l'exemple aussi de la prairie, où il y a une briqueterie, une ancienne briqueterie, et dans le fond, qui a été achetée par un propriétaire qui veut faire du développement immobilier. Il y a une pression forte de la population pour les dernières années qui a amené la municipalité à adopter un règlement d'aménagement d'ensemble qui considère qu'on devrait renaturaliser 50% du territoire. C'est quand même un territoire d'une centaine d'hectares, donc c'est assez considérable. Fait que je pense que ce serait quelque chose à rajouter aux différents milieux
qu'on peut considérer. Il n'y a pas juste les golfs, il y a autre chose aussi. Puis oui. J'avais peut-être un autre commentaire. En fait, on parlait beaucoup de densification, puis effectivement, c'est une bonne idée de densifier les habitations, tout ça. Parce que ce qu'on observe, c'est une augmentation progressive des seuils d'identification d'une année à l'autre. Puis une des questions qu'on peut se poser comme citoyen, c'est jusqu'où on va avec cette densification-là? Est-ce qu'on s'arrête quelque part ou est-ce que c'est une courbe infinie vers le haut? Puis ça me semble évident que n'importe quel territoire a des limites. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté on dirait, à considérer. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait commencer à réfléchir. C'est quoi la capacité d'accueil du territoire de la CMM en termes de nombre de personnes? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'empiler des gens dans des tours. Ces personnes-là utilisent de l'eau, ils ont besoin d'espace. Donc, il y a une capacité d'accueil, je pense, limite pour un territoire donné. Puis c'est quelque chose qu'il faudrait commencer, il me semble, à considérer. Puis je ne sais pas si ça peut faire partie du travail de la CMM de faire ça, mais il me semble que c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce. Voilà. J'ai une question à vous poser. Proposez-nous des solutions. Avez-vous des solutions? Non, mais c'est pas une question piège, là. Vous dites, il faut l'évaluer. Bien, on est en consultation. Qu'est-ce que vous auriez comme proposition pour ne pas les mettre en hauteur? Je ne dis pas de ne pas les mettre en hauteur, mais est-ce qu'il y a un nombre, à un moment donné, on ne peut pas empiler des millions de personnes dans une couronne qui a une certaine limite. Moi, je pense qu'il y a moyen de calculer qu'est-ce que chaque personne a besoin en termes de services. Puis assez rapidement, on va voir, par exemple, on parlait des aqueducs ou des systèmes de traitement des eaux usées. On voit déjà à la prairie a dû émettre un moratoire sur toute construction à cause d'une limite aussi simple que celle-là. Donc, je pense qu'on pourrait utiliser le service de personnes, de démographes. Il y a des scientifiques qui sont en mesure de faire des calculs. Puis je pense qu'on pourrait, à partir de ces informations-là, réussir à projeter c'est quoi le poids santé de la population de la CMM, par exemple. OK. Ça fait partie quand même de l'analyse du territoire qui est fait comme avec les seuils proposés dans la première version du PMAD révisé. On estimait qu'on pouvait sans déborder à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, amener 610 000 unités d'habitation. On ne parle pas seulement des maisons familiales, mais tout type d'unités d'habitation. Donc, ou de personnes ou d'unités d'habitation? De logement, c'est ça. Donc, il y a quand même, mais effectivement, quel est le point de rupture avec les services actuels ou comment on doit répondre à cette pression-là. Ça fait partie des réflexions. C'est pas, surtout dans la mesure où on veut conserver les milieux naturels, les milieux agricoles. Oui. Donc, oui. Madame? Ah, vous êtes chanceuse? Je vais poursuivre avec Mme Claude. C'est une question d'équilibre. On a fait des simulations pour 610 000 ménages, et la proposition actuelle dans le paiement est 310 000 ménages. C'est la même proportion qu'on avait dans le premier paiement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les ménages se transforment. On n'a plus les mêmes ménages. Les ménages ont beaucoup plus la personne seule, donc le logement est différent, le pied carré est différent. D'autres éléments qui changent notre territoire, on n'a plus besoin de construire davantage de maisons unifamiliales. On en a suffisamment pour qu'elles soient occupées par d'autres couples jeunes. Mais peut-être aussi on a la possibilité de faire des unités accessoires d'habitation. Donc, on mélange la densité douce dans le paiement, on mélange la densité plus élevée, mais concentrée dans les aires de transport en commun, et on garde aussi, hors de ces territoires-là, une densité raisonnable. Donc, on parle beaucoup de densité réfléchie dans ce paiement-là, donc on y a réfléchi. Peut-être qu'on aurait mieux de communiquer. Mais par ailleurs, quand on fait ça, on est capable de protéger la zone agricole, protéger davantage le milieu naturel,
et de s'assurer de créer des milieux de vie durables et favoriser le transport collectif. C'est un peu ça qu'on propose dans cette mouture-là. Ça répond à vos préoccupations. Sur les capacités, c'est un grand défi, dans le sens où on a beaucoup développé les dernières années. Les usines sont sous pression, il y a des validations à faire, les villes le savent très bien. Donc, il faut faire le bon choix aux bons endroits. Maintenant, le PEMAD fixe des orientations, des objectifs et des critères. C'est ça que ça fait, le PEMAD. Les MRC reçoivent ça, ils le mettent dans leur schéma, et après ça, les villes l'appliquent sur leur territoire. Ça, c'est le volet outils d'aménagement qu'on appelle Oupérus. Nous autres, on a inventé ça, ça a du bon sens. Mais il y a aussi d'autres éléments, je ne sais pas qu'on parle des fois dans des séances. Aux 2 ans, la CNM a créé un système de monitoring qui est maintenant dans la loi, où les gens s'en compte, sont capables de dire, ben, voici ce qu'on a atteint pendant 2 ans, est-ce que c'est la bonne cible, est-ce qu'il faut la corriger, est-ce qu'il faut la modifier? On fait ça aux 2 ans, puis on peut le réajuster. Et je voudrais rajouter un autre outil, c'est quand on parle, par exemple, de protection du milieu naturel. Bon, là, il y a toujours le débat de demander, inviter. Ça serait une autre histoire, mais un plan, c'est un compromis. Puis, il y a surtout aussi les outils. Alors, on s'est doté d'un programme de financement. On fait des choix d'acquisition avec les gouvernements. C'est sûr qu'on va accélérer le tempo, mais c'est des outils qui accompagnent le plan d'aménagement. Donc, on a une série d'outils, qui vont nous permettre de mettre en œuvre le plan d'aménagement. Fait qu'on est vraiment à l'écoute, puis on est aussi en ajustement avec cet outil-là. Fait que c'est pas quelque chose de bloqué dans le temps pendant 10 ans. On va suivre le cours de l'évolution de nos cibles. On parlait de concertation. C'est unique au Québec. On a une agora aux 2 ans. Où on se rencontre tout le monde. D'ailleurs, je vois des gens qui sont là. Est-ce qu'il faudra en faire plus? Peut-être, mais on a ce mécanisme-là. Alors, je pense qu'on a des outils. Il faut juste s'assurer que ça correspond bien à vos besoins. Je pense que l'effort qui a été fait, en grande partie, je pense qu'on va vers la bonne voie. On est encore en train de faire des ajustements. Parce qu'avec tout ce que les gens aujourd'hui vous ont demandé en termes de contribution additionnelle, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous engagiez des nouvelles personnes. Je ne m'inquiéterai pas de ça, madame. On est vraiment efficace. Surtout des biologistes, je pense qu'il y en avait beaucoup dans la salle pour donner mes conseils. Ça c'est bon. Hein? Oui, une bonne gang de biologistes. Donc, c'est notre dernière question pour ce soir. Oui. Mais en fait, c'est juste pour faire du coup sur ce que disait André. Je sais que ce n'est pas votre rôle de faire la promotion du développement des régions. Et quand on est rendu dans cette zone métropolitaine-là, puis il y a beaucoup d'avantages à la développer et à la maintenir, mais à un moment donné, quand on est rendu à proposer de faire des garderies à côté des autoroutes, et qu'il n'y a pas de mécanisme qui empêche ça, qu'on propose de faire une école à côté d'une autoroute dans un boisé qu'on est tout, à un moment donné, on se dit que on est-tu rendu trop loin? Quand on voit qu'on construit des tours à condos, collées les unes sur les autres, moi j'imagine l'enfant de 5 ans qui ne peut pas aller jouer dehors parce qu'il y a la grandeur de table ici de gazon. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi? Est-ce qu'on est en train de nuire à la santé de notre population en voulant trop densifier? C'est pour ça que je dis, le Québec est immense et vaste. Le développement direct dans les régions, ça peut peut-être être une option collectivement pour notre société ici au Québec. C'est mon dernier commentaire. Merci. Oh, ben, ok. Je n'ai pas parlé, je vous laisse. Venez nous parler de vos boisés. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Michel Poirier. C'est très rare qu'on fait des sorties publiques. Je suis peut-être un peu l'ennemi des gens. Je suis propriétaire de plusieurs boisés privés. Moi, je suis la 2e génération. Et les 50 ans, il est passé. Et on a beaucoup de problèmes à cette heure avec la protection, parce que nous, on est comme les gardiens des soldats. On les entretient. Puis on a beaucoup de pression. Là, je suis venu comme à la tête du serpent, là, parce qu'il y a des MRC, des municipalités, nous met beaucoup de contraintes. Ça peut prendre des délais de 2 ans pour
faire nos aménagements forestiers. On travaille avec des ingénieurs. Je ne fais pas ça à temps plein, c'est juste pour aller me détendre que je fais ça. Je travaille en ingénierie, mais quand je rentre dans le bois, ces derniers temps, je ne détends plus. Je suis frustré. C'est des émotions que j'ai une génération qui s'en vient, mes enfants, puis je ne sais pas si je vais être capable de leur donner ça. J'ai lu tout votre document. On n'a plus comme, je ne sais pas si on est capable d'avoir un pouvoir, des accès pour les producteurs forestiers, donner un peu plus de latitude. On ne fait pas, on ne brise pas la forêt, on l'entretient. On travaille l'hiver, on coupe avec ce que les ingénieurs forestiers, mais on se fait injurer par la population. On passe dans les journaux. Plein de choses comme ça, je trouve ça plate, vraiment plate. J'ai invité les gens de venir sur le terrain, mais je me fais dire, on n'a pas de monde, ils ne veulent pas venir. Venez travailler avec nous, on est dans le bois, c'est un beau métier, c'est dangereux, mais il faut qu'on ait ces soldats-là. C'est nous, les soldats, avec les autres soldats, pour filtrer le carbone. Vous parlez tantôt d'avoir des solutions avec les privés, j'en ai plein de solutions. Le crédit carbone, ça existe. Il y a des compagnies qui veulent nous financer. On ne fait pas d'argent. Okay? On ne vend pas de bois, on fait du bois d'œuvre, des choses comme ça, mais on a tellement de. Il faut engager des ingénieurs forestiers, des urbanistes, des biologistes. Mais après ça, on se fait imposer par les municipalités. Mais on n'est pas des promoteurs de maisons. On garde la forêt. C'est ça que je trouve plate. Si vous me dites, OK, on va vous donner des crédits carbone, après ça, les entreprises vont venir donner des investissements, puis le carbone est dans les arbres. Ça va nous donner un coup de main pour payer les taxes. Nous autres, si on arriverait à zéro, on serait bien contents. Qu'est-ce que vous auriez besoin quand même? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change, par exemple, à la chose municipale? Je vais vous donner un exemple. Il y a des places où on a un crédit sur des. Pour la taxation, une tarification plus basse. Okay? Ça passe par le gouvernement, le ministère de la Forêt, mais il y a des municipalités qui ne veulent pas le reconnaître. Ça, c'est des choses comme ça qui est plate. Je vous invite, je vais vous mettre en lien avec Mme Pelletier pour qu'elle puisse vous mettre elle-même en lien avec notre ingénieur forestier, M. Routier, à la CNN. OK, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je tiens juste à mentionner aussi, on a eu des discussions avec l'UPA concernant ces enjeux-là. Ils ont quand même fait une bonne représentation aussi de ces questions-là. Mais je vous invite, on pourrait faire un appel avec justement mon collègue Midi pour vraiment voir comment on peut bonifier et vous aider dans vos travaux. Bien, on a fait des approches avec l'UPA, mais on n'est pas. Moi, je suis un ancien, mes parents étaient fermiers, c'est ça. On a abandonné ça de la ferme parce que c'était trop compliqué. C'est pour ça que moi, je me suis dirigé dans l'ingénierie. On a gardé des forêts. J'ai écouté les quantités tantôt, on a pas mal de ces grandes quantités-là. Puis, 300 hectares. Fait que là, l'UPA, c'est les agriculteurs. Les autres, mais le monde des producteurs forestiers, même si on fait partie de l'UPA, on est comme bande à part. On n'amène pas, on nourrit pas le monde. Nous, ce qu'on fait, c'est filtrer la pollution. Puis un arbre, un érable, ça prend des années à pousser. Il faut créer la prochaine génération. Des fois, on coupe un arbre, mais c'est pas à cause qu'on veut le couper. Le fond, c'est l'ingénieur forestier nous a dit on le coupe, on le contrôle de tomber à la bonne place pour ne pas abîmer d'autres arbres, pour faire que la prochaine génération sorte. Moi, je ne la verrai pas, mes enfants ils vont la voir, peut-être la prochaine génération aussi, mais il faut faire ce travail-là de terrain. Et ces nouveaux coordonnées, donc on va vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Sur ce, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette soirée-là, d'avoir été si attentifs pendant toute la soirée et d'avoir partagé votre intelligence avec nous. Je pense que
ça vient vraiment enrichir les travaux de la Commission sur la révision du PEMAD et soyez assurés que vos propos seront bien retransmis à tous nos collègues. J'ai entendu les petits doigts là, qui ont fait de l'overtime ce soir, ça travaille gros pour prendre des notes, le procès-verbal de cette soirée-là. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup. Et notre prochaine soirée, c'est jeudi prochain. On va être à Longueuil et il y aura également une soirée, une journée plutôt, une matinée et une journée à Montréal, le vendredi le 6 décembre. Merci infiniment tout le monde. Merci.